Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Anne-Sophie Leclerc, ex-tête de liste FN au municipal à Rethel dans les Ardennes, va faire appel. Elle a été condamnée à 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 50 000 € d'amende pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Un jugement disproportionné selon elle. Le budget rectificatif de la sécurité sociale en débat au Sénat. Le vote est attendu dans la soirée. Cet après-midi, les sénateurs ont abaissé la quantité de tabac qu'un particulier est autorisé à transporter d'un pays européen vers la France. Jeunesse, apprentissage, service civique, voilà pour les nouvelles priorités du gouvernement. Une table ronde avait lieu ce matin au Sénat sur la situation et l'avenir des 16-25 ans, une catégorie durement touchée par le chômage. Débat à suivre dans ce journal. Mais avant de dérouler tous ces titres, cette information dévoilée par nos confrères du Nouvel Obs, la sénatrice Marie-Christine Blandin quitte Europe Écologie Les Verts. Première écologiste à diriger une région, le Nord-Pas-de-Calais en 92, puis première sénatrice écolo en 2001. Elle a contribué à la fondation du parti en 1984. Dans un courrier destiné à Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et envoyé aux parlementaires, elle dit ne plus se retrouver dans l'exacerbation, je cite, des invectives sur les listes, dans les congrès où les affrontements se préparent des mois à l'avance et où le hasard d'un talent n'aura plus la chance d'émerger s'il n'est pas dans le bon courant. Son départ réduit le nombre de sénateurs écologistes à 9, mais elle devrait rester apparentée au groupe pour ne pas le mettre en péril. Elle avait comparé à la garde des Sceaux Christiane Taubira à un singe sur sa page Facebook. Anne-Sophie Leclerc, qui avait été investie par le Front National pour mener la liste du parti au municipal à Rethel dans les Ardennes, a été condamnée à une peine de prison ferme. Saluée par les organisations antiracistes, cette décision est jugée disproportionnée par le parti d'extrême droite et l'ex-candidate qui vont faire appel, Samia Dechir. Après l'avoir exclu, le Front National prend aujourd'hui sa défense. Pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe sur sa page Facebook fin 2013, Anne-Sophie Leclerc a été condamnée mardi à 9 mois de prison ferme, une peine jugée inhabituelle pour des faits de cette nature. Le signe du fait qu'une démocratie devient une démocratie moderne, c'est que les sanctions contre ceux qui abusent de l'exercice de la liberté d'expression sont des amendes, des peines de prison avec sursis, ou des mesures de publication. Et que les peines de prison ferme sont réservées vraiment pour des abus extrêmes. Le Front National, lui-même condamné à 30 000 € d'amende, la soutient sans surprise et dénonce un jugement politique, une position partagée par certains élus de droite. La réaction de la justice est totalement disproportionnée, et ce que laisse supposer tout simplement l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place. À gauche, on reconnaît une certaine sévérité, mais elle est jugée nécessaire pour tracer une ligne rouge face au dérapage raciste. Certainement, peut-être on peut dire que c'est un peu lourd. Quand même, 9 mois, une somme d'argent, une amende très élevée. Mais sinon, enfin, même si c'est élevé, je le reconnais, il fallait passer par là. Le mépris et l'irrespect face aux personnes se multiplient. Donc, pour ma part, je félicite qu'il y ait un jugement qui, manifestement, est d'une certaine fermeté. Absente lors de son procès en Guyane, Anne-Sophie Leclerc a fait appel de sa condamnation. Le Sénat a réduit cet après-midi la franchise sur les quantités de tabac qu'un particulier est autorisé à transporter d'un pays européen vers la France, et ce à l'occasion de l'examen du budget rectificatif de la sécurité sociale pour 2014. Le vote est attendu dans la soirée. Le détail avec Quentin Calmy. La mesure votée à la quasi-unanimité abaisse le nombre de cigarettes que l'on peut transporter à travers la frontière, passant de 2000 à 800. L'amendement vise à mieux contrôler le trafic illégal de tabac venant de l'étranger. Malgré ce vote, la sénatrice écologiste à l'origine de la mesure s'avoue désemparée. Ni les mesures taxant l'aspartame, ni celles sur l'huile de palme n'ont été soutenues par le gouvernement. Et dès qu'il s'agit de s'intéresser à la santé des populations en amont, enfin de prévenir les maladies. Pour ce qui est de l'huile de palme, c'est notamment l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Je ne comprends pas pourquoi on est bloqué à ce point.
Originalité de ce texte rectificatif sur le budget de la sécurité sociale, il est soutenu en partie par la droite. La baisse des cotisations patronales et salariales, mesure phare du texte, est ainsi votée grâce à l'abstention de l'UMP. Il y a des ébauches de bonnes solutions, mais comme je l'ai signalé hier en débat général, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a urgence à faire un budget rectificatif, qui est un acte exceptionnel, puisqu'il a eu lieu 2 fois en presque 20 ans, pour des mesures qui vont dans le bon sens, effectivement, mais qui ne seront applicables qu'en 2015, et dont on ne connaît pas pour l'instant le financement. Reste à savoir si l'ensemble du texte sera voté par la Haute Assemblée. Aucune majorité n'a voté de texte sur le budget depuis 2011. Merci, Monsieur le Président. Les partenariats publics-privés, une bombe à retardement selon le Sénat qui publie aujourd'hui un rapport sur ces contrats qui se généralisent au détriment des petites et moyennes entreprises. Les explications de Louis Sibyl. Un syndrome d'addiction. C'est le constat dressé par les sénateurs. L'État et les collectivités territoriales usent trop de partenariats publics-privés. Les PPP sont des accords par lesquels le secteur public confie au privé l'ensemble d'un projet, de son financement et sa construction à son exploitation. Et le paiement est échelonné, une façon de masquer la dette selon les rapporteurs. Avec le PPP, on peut construire tout de suite un stade, une université, un zénith, une salle des fêtes, un équipement sportif, toutes choses, sans débourser un centime. Simplement, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faudra payer une redevance. Et la commune ou l'État paiera une redevance. Le rapport préconise donc de mieux les encadrer. Les sénateurs veulent rendre la concurrence à la commande publique plus effective en donnant plus d'accès aux PME-TPE. Aujourd'hui, Eiffage, Vinci et Bouygues sont en effet en situation d'oligopole. Ils veulent aussi faire contrôler les commandes publiques par des structures indépendantes qui émettront un avis avant tout projet. Le ministère de la Justice est passé par le PPP comme outil pour construire des prisons. Mais il faut savoir que dans quelques années, presque tout le budget de fonctionnement des prisons va être mangé par le paiement des redevances aux entreprises qui les auront construites. Et on n'aura plus d'argent pour entretenir les autres prisons. Aujourd'hui, les PPP représentent 10% des investissements publics. En moyenne, elles coûtent 900 millions d'euros pour l'État et 70 millions pour les collectivités territoriales. Depuis leur création en 2004, ils se sont multipliés. Rien que dans le secteur de la santé, ils ont augmenté de 12% en 2 ans. Et on reste au Sénat où se tenait ce matin une table ronde consacrée à la jeunesse, à l'initiative de la Commission de la Culture. Et les enjeux sont nombreux, notamment en matière d'emploi. Les 16-25 ans sont particulièrement touchés par le chômage. Le gouvernement veut promouvoir l'apprentissage, une filière pas toujours valorisée en France. Pauline Dame. À la rentrée, il y aura une rencontre, je la présiderai moi-même, pour lever tous les obstacles par rapport à l'apprentissage. L'apprentissage, un chantier prioritaire du gouvernement, présenté comme un rempart contre le chômage. Objectif, 500 000 apprentis en 2017. En 2013, ils étaient 415 000, mais le mouvement est en perte de vitesse. Cette même année, le nombre d'entrées en apprentissage a diminué de 8%. En cause, la crise, mais aussi l'image négative dont souffre cette formation, celle de l'échec scolaire. Des préjugés que tente de gommer la Société des meilleurs ouvriers de France au travers du concours du meilleur apprenti. Pour obtenir une place en tant qu'apprenti, un frein, ça peut être le regard de la famille. Par exemple, dans les métiers manuels, certaines familles ont dans leur tête que la voie royale pour leur enfant, c'est de faire un bac S et des études de droit. Pour le délégué interministériel à la jeunesse, il faut avant tout lever les freins culturels. Il y a souvent l'inquiétude de la part de l'entreprise d'être contrainte ensuite d'embaucher cet apprenti, alors que la vraie fonction de l'apprentissage, c'est simplement de donner des compétences concrètes, opérationnelles à un jeune. Il faut aussi parler de l'apprentissage à l'école, dans la formation initiale, au collège, au lycée. On sait qu'on doit lever aussi un nombre de préjugés, de prénotions sur l'apprentissage, sur le type de filière dans lequel on peut se réaliser. Mardi, les députés ont voté le déblocage de 146 millions d'euros pour l'apprentissage sur les 200 millions supplémentaires annoncés par Manuel Valls lors de la dernière conférence sociale. Et on reparlera de la jeunesse et de ses priorités avec nos invités ce soir à la fin de ce journal.
En bref, Roger Karoutchi, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, a officialisé sa candidature à la présidence du groupe UMP à l'issue du renouvellement qui aura lieu au mois de septembre. Et puis une autre information qui concerne le Sénat. Le projet de loi de modernisation de l'agriculture a été adopté ce matin en commission. Il sera examiné à partir de demain soir en séance en seconde lecture. Feu vert de la commission des lois du Sénat à la création d'une commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Le groupe UDI-UC avait déposé cette demande à l'initiative de la sénatrice Nathalie Goulet. Pour elle, il est indispensable, je cite, que la représentation nationale soit pleinement informée sur les filières qui permettent le recrutement de ces apprentis djihadistes ainsi que les moyens qu'ils utilisent, notamment électroniques. 24 heures Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invité ce soir, Jean-Jacques Lozach, vous êtes sénateur socialiste de la Creuse. Merci d'être avec nous. Alors, il y a quasiment un an, jour pour jour, la commission d'enquête du Sénat, dont vous étiez le rapporteur sur l'efficacité de la lutte contre le dopage, publiait un rapport. C'était l'année dernière, le 24 juillet 2013. Dans ce rapport figurait une liste de 35 échantillons de cyclistes positifs à l'EPO lors des Tours de France 98 et 99, dont ceux, on s'en souvient, de Marco Pantani, Yann Ulrich ou encore Laurent Jalabert. Les sénateurs avaient nié à l'époque avoir voulu stigmatiser le cyclisme et vous aviez présenté une liste de 60 propositions contre le dopage. Un an après, que reste-t-il de vos propositions et de vos préconisations, Jean-Jacques Lozach ? C'est un débat qui reste véritablement d'actualité parce que ce matin, en commission intérieure du Sénat, nous avons adopté, dans la perspective d'un débat législatif qui va intervenir au mois d'octobre, tout un ensemble de principes qui correspondent à l'actualisation du Code mondial antidopage qu'il va falloir maintenant introduire dans le droit français. Et c'est l'objet de cette loi d'habilitation qui va permettre au gouvernement d'agir par ordonnance. Et je dois dire qu'avec beaucoup de satisfaction, je reconnais une grande partie des 60 propositions que nous avions exprimées il y a maintenant un an, qui figuraient dans ce rapport de la commission d'enquête parlementaire. Il faut dire qu'à l'époque, la ministre des Sports, c'est-à-dire Valérie Fourniron, s'était engagée à reprendre un certain nombre de ces préconisations. Elle est aujourd'hui membre du comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, donc elle a parfaitement respecté ses engagements. Elle n'est plus ministre des Sports, mais elle est toujours membre de cette instance internationale. Qu'est-ce qui a été repris dans le projet de loi qui a été examiné ce matin en commission au Sénat ? Je vais prendre quelques exemples. On avait pointé du doigt un certain nombre d'anomalies, un certain nombre de dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne l'absence réelle d'échange d'informations entre toutes les instances qui s'occupent de cette lutte antidopage, entre tous les acteurs, que ce soit les services de police, de gendarmerie, les douanes, l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, ou bien encore l'OCLAESP, c'est-à-dire le service de gendarmerie spécialisé dans les atteintes à la santé publique. Je constate aujourd'hui que c'est devenu pratiquement une règle commune à partir de tout un ensemble de conventions entre ces différents établissements. Alors on est en plein Tour de France, est-ce qu'on pourra faire des contrôles à tout moment? C'est ce que vous demandiez dans toutes les manifestations sportives, à n'importe quel moment. Il y a en effet un élargissement de cette possibilité de contrôle, mais surtout ce qui est important, c'est qu'à côté de ces tests, à côté de ces contrôles, on va accorder maintenant une importance de plus en plus forte à ce qu'on appelle les preuves non objectives, c'est-à-dire tout un ensemble de témoignages, d'enquêtes, de police ou de gendarmerie. Il était essentiel de tirer les enseignements de ce qu'on a appelé à ce moment-là l'affaire Armstrong. Or, on sait très bien que Armstrong est tombé sur des témoignages et non pas sur des contrôles positifs. Ça sera possible en France si le projet de loi est adopté à l'automne prochain? Oui, alors dans un premier temps, il faut donc l'intégrer à cette révision du Code mondial antidopage. Mais je crois qu'ensuite, à l'intérieur de notre Code du sport, il faudra effectivement aller plus loin. Ça sera une nouvelle étape. Nous avançons palier après palier pour être de plus en plus efficaces devant ce qui constitue un véritable fléau pour la pratique sportive. Il y a un an, vous demandiez également d'élargir le champ des substances dopantes recherchées. Est-ce qu'il y a des choses dans le projet de loi du gouvernement sur cette extension? Alors pour l'instant, nous ne sommes pas à ce projet de loi du gouvernement. J'espère qu'il figurera dans une sorte de loi cadre, de loi d'orientation au cours des mois à venir. Qu'on attend toujours justement, puisque vous le disiez, c'est en fait un projet de loi d'habilitation, mais la grande loi cadre sur le sport est toujours en attente. Ça, vous avez eu des informations à ce sujet? Il semblerait que maintenant on s'achemine vers différents textes, c'est-à-dire que cette loi
généraliste, synthétique, va être en quelque sorte saucissonné en fonction d'un certain nombre de priorités, mais je ne doute pas que pour la ministre et son secrétaire d'État, Thierry Braillard, cet objectif de davantage de moralisation, davantage d'éthique dans la pratique sportive soit une priorité. Donc je pense que très rapidement, la question du dopage va figurer, par-delà cette actualisation du mois d'octobre, va figurer dans un prochain texte parlementaire. Rapidement, il y avait également à l'époque, on se souvient, dans votre rapport, cette idée d'étendre la notion de dopage à toutes les structures de pratique sportive privées ou publiques. Dans le collimateur, il y avait par exemple les salles de sport et de fitness. Qu'en est-il alors aujourd'hui? Alors pour l'instant, ça fait partie effectivement des préoccupations qui ont été pointées à plusieurs reprises par les instances nationales. Donc il y a des contrôles de plus en plus fréquents, mais c'est vrai que là on est à côté de cette réactualisation et ça doit faire l'objet là d'un débat strictement national. Donc vous êtes satisfait de ce qui a été décidé ce matin en commission. On se retrouvera donc à la rentrée où vous savez peut-être déjà la date de l'examen de ce projet de loi? Non, mais on va être en procédure accélérée puisque l'objectif, c'est de faire en sorte que ce texte soit adopté avant la mi-novembre, tout simplement parce qu'à mi-novembre se réunissent à Paris les 12 membres du comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage. Il n'y a pas d'obligation pour mais la France sera au rendez-vous et en conformité. La France a toujours fait partie du peloton de tête des pays, notamment européens, pour cette problématique et elle doit le demeurer. Merci beaucoup Jean-Jacques Lozach d'être venu sur ce plateau ce soir. La visite d'Aurélie Filippetti à Avignon aura tourné court. Les intermittents ont décidé qu'ils ne rencontreraient pas la ministre de la Culture. Ils demandent en revanche que Manuel Valls s'engage dès demain sur l'ouverture de négociations sur le nouveau régime d'assurance chômage qu'ils contestent. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Avant d'ouvrir le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à la jeunesse et à l'apprentissage, je vous propose de voir ou de revoir un extrait d'un reportage de notre journaliste Paul Bouffard, réalisé en Autriche, pays où l'apprentissage est particulièrement valorisé. Il est encore tôt quand Radovan enfile son bleu de travail. Dans la banlieue de Vienne, la capitale autrichienne, c'est le début des cours au centre d'apprentissage Jugend am Werk. Entendez la jeunesse au travail. Le jeune homme s'équipe et sous l'œil de son formateur, il s'exerce à la soudure. Tu dois le consolider et le mesurer, ok? Ok. Tu sais faire avec cette machine? C'est bon pour toi? Ok. Tu peux le faire. Comme Radovan, 40% des jeunes Autrichiens vont vers l'apprentissage. Depuis 2008, chaque jeune qui termine l'école obligatoire à l'âge de 15 ans est en droit de recevoir une formation. Quand il ne la trouve pas seul, l'État autrichien l'oriente, le suit et le forme à un métier. Radovan, lui, veut devenir sidérurgiste. Je prends vraiment plus de plaisir à travailler ici plutôt que d'être simplement assis à l'école. Je suis très confiant sur le fait de trouver un emploi. Le secteur de la métallurgie est très demandé, surtout quand on a reçu une bonne formation. On est presque sûr de trouver un travail en sortant d'ici. Ici, on s'organise en atelier autonome. Moins de 15 apprentis par classe. La journée débute à 7h15, elle s'achève à 16h15. C'est presque la même chose qu'en entreprise ici. Sauf que là, nos profs prennent vraiment le temps pour bien nous expliquer ce qu'on doit faire. C'est pour ça que ça me plaît. L'Autriche, le royaume de l'apprentissage. Comme son voisin allemand, il fait figure de modèle. En 2016, pour les jeunes déscolarisés, la formation deviendra obligatoire. Et les sanctions seront lourdes, jusqu'à des amendes pour les parents. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Dominique Gillot, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste du Val d'Oise. Avec nous également sur ce plateau, André Reichardt, sénateur UMP du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous. Alors Dominique Gillot, on vous a invité puisque ce matin, il y avait cette table ronde consacrée à la jeunesse et à toutes ces préoccupations qui se tenaient ici au Sénat. Et on vient de voir dans ce reportage tourné en Autriche certains pays ont plus la culture de l'apprentissage. L'apprentissage est davantage valorisé. Comment on peut faire évoluer les mentalités ici en France sur ce point? Moi, je pense que la table ronde ce matin, c'était pas simplement l'apprentissage, c'était pas simplement la transmission de connaissances. Mais c'est vrai que la difficulté qu'on ressent actuellement, c'est comment les adultes, comment la société transmet un certain nombre de connaissances, de savoir-faire à notre jeunesse. La jeunesse est souvent vécue comme un problème, comme une difficulté, alors qu'elle devrait être vécue
comme une richesse, comme un potentiel, avec une mise à disposition de tous les outils de transmission, de soutien, d'accompagnement. Alors l'apprentissage que vous voulez évoquer ce soir fait partie de ces vecteurs d'apprentissage et de transmission, mais il n'y a pas que celui-là, il y a aussi toute la culture environnante, toute la stimulation de l'appétit d'apprendre, de la volonté de communiquer. Et je crois que les jeunes ont cette capacité, ont beaucoup de capacité justement à communiquer entre eux, à développer une connaissance qui souvent échappe aux adultes. Donc il faut qu'on ait une attention particulière. André Reichardt, effectivement, la jeunesse ne doit pas être considérée comme un problème, une difficulté. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, pourtant, qui veut bien relancer le service civique, on l'a entendu la semaine dernière, ou encore encourager à nouveau l'apprentissage, est-ce que ce sont des effets d'annonce pour vous ? Écoutez, à partir du moment où le président de la République nous indique qu'il va faire quelque chose, acceptons-en l'augure. Je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. L'apprentissage, c'est une voie qui permet, à n'en pas douter, à la fois la qualification professionnelle des jeunes. Il y en a tant qui quittent le système scolaire sans qualification, c'est pas à vous que je vais le dire. Et c'est aussi un dispositif d'insertion sociale extraordinaire. Donc l'apprentissage, on en parle depuis tellement longtemps. Moi, je regrette simplement que cet engagement du président de la République vienne un peu tard. Excusez-moi, une petite pique politique là. Si on avait été moins maladroit dès le mois de juillet dernier en annonçant la suppression de l'indemnité compensatrice forfaitaire pour l'apprentissage, on n'assisterait pas au jour d'aujourd'hui à une réduction aussi importante de l'ordre de 8 à 9% du nombre d'apprentis en France, 6% en Alsace. Moi, j'ai jamais vu ça. Depuis 1992, en Alsace, ça ne cesse d'augmenter le nombre d'apprentis. On a gagné 75% de 92 à 2012. Et puis soudain, on chute de 6%. C'est inimaginable. Dominique Gilloux, peut-être une réaction effectivement sur cette chute de l'apprentissage et sur ce peut-être recul du gouvernement qui finalement... Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un recul. C'est au contraire une réaction très, très rapide et appropriée. Bon, les chiffres apparaissent effectivement en recul. Les jeunes en apprentissage le nombre de jeunes en apprentissage est en diminution par rapport à 2012. Donc il y a une prise de position, une volonté, des crédits qui sont débloqués, des accompagnements spécifiques pour les chefs d'entreprise qui vont signer un premier contrat d'embauche. Donc je pense que là, c'est vraiment une capacité du gouvernement à réagir très vite à une situation qui nous paraît en dégradation, qui est certainement liée à des contraintes comme vous les évoquez, mais aussi à la situation de l'emploi, à la morosité. Et justement, dans une période un peu dépressive, il est important de parier sur sa jeunesse et de mettre en place ces dispositifs qui doivent être effectifs dès la rentrée prochaine. Effectivement, André Reichardt, il y aura un séminaire gouvernemental le 1er août pour bien préparer cette rentrée avec donc ces réunions sur l'apprentissage. Qu'est-ce qui faut valoriser, selon vous, aujourd'hui? Plus l'appétit peut-être pour des jeunes pour l'apprentissage, aussi sensibiliser les entreprises à accueillir des apprentis. On sait que ce n'est pas évident non plus pour elles. Il y a les deux, à n'en pas douter. Il y a cette nécessité d'amener un plus grand nombre d'entreprises à prendre des apprentis, surtout ne pas décourager celles qui en prenaient jusqu'à présent. Et je répète, excusez-moi, dans notre pays, moi qui suis alsacien, je connais un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, on n'est pas obligé de payer le maître d'apprentissage. Il considère sa fonction de chef d'entreprise comme étant un coproducteur de formation. Chez nous, c'est beaucoup moins le cas. Chez nous, c'est même en Alsace particulier, mais c'est sur ce plan-là plutôt proche de ce qui se passe au niveau de l'Hexagone. Il faut aider le maître d'apprentissage qui considère que lorsque le jeune est en cours de formation, il pas très rentable, le moins qu'on puisse dire en première année. Deuxièmement, quand il est au CFA, centre de formation d'apprentis, il est obligé de le payer et il ne l'a pas. Donc il faut lui donner une compensation. C'était l'indemnité compensatrice de formation. Et soudain, patatras, on arrête cette indemnité compensatrice de formation, on tergiverse, on la remplace par une prime à l'apprentissage, mais juste pour les apprentis dans des entreprises de moins de 10. Oui, en Alsace, on a plein d'entreprises de plus de 10 qui forment et qui n'ont que les yeux pour pleurer. En plus, on ne leur fait que pour la première année. Enfin, il y a là une politique qui est pas visible et pas compréhensible par les entreprises. Donc, il faut surtout
reprendre la main vis-à-vis des entreprises, leur dire d'abord qu'on a besoin d'elles, c'est sûr, on a besoin d'elles pour le coup. Il faut qu'elles continuent à former, et qu'elles forment encore plus et qu'elles forment plus nombreuses. Mais après, il y a l'aspect sur les jeunes aussi. Et ça, à force de dire que c'est une apalissade ce que je dis là, hein, à force de dire qu'il y a des métiers qui sont dignes d'intérêt, qui ont une image et d'autres qui n'en ont pas. Et ça, c'est pas politique, bien sûr. Hein, il faut pas s'étonner si les jeunes n'ont pas envie d'aller en apprentissage, bien que l'apprentissage à l'heure actuelle, ce n'est plus l'apprentissage d'antan. Maintenant, on entre en apprentissage à tous les âges, enfin à tous les âges, jusqu'à 25 ans. Et tous les niveaux de formation aussi. Tous les niveaux, on peut être ingénieur par l'apprentissage, et puis de plus en plus maintenant, et par apprentissage, attention, parce que maintenant ils font même des distinguos. L'alternance et l'apprentissage, on entend dire que c'est pas tout à fait la même chose. Mais allez, patatras, l'apprentissage, où le jeune est en CFA, centre de formation d'apprenti, eh bien on peut le préparer à tous les niveaux de formation, depuis le niveau 5, le CAP, jusqu'au Dominique Gillot sur ce point, effectivement, pour faire évoluer les mentalités, comment on fait ? Moi, je suis tout à fait convaincue qu'il ne faut pas faire de discrimination. Il ne faut pas dire que l'apprentissage, c'est réservé aux élèves qui sont en échec scolaire et que c'est le moyen d'apprendre un métier manuel. Ça reste présent dans les esprits. Il faut vraiment revaloriser ça. Et moi, qui suis aussi très investie sur l'enseignement supérieur et la recherche, je sais que l'université accueille des étudiants en alternance, qu'il y a des rencontres université-entreprise, une charte entreprise-université qui valorise considérablement cette forme d'apprentissage aujourd'hui. Est-ce qu'on est sûr de trouver un emploi quand on sort de son apprentissage, puisque c'est présenté comme une solution un peu miraculeuse à l'emploi des jeunes, l'apprentissage ? C'est pas miraculeux, mais je pense que c'est efficace parce que ça permet de mettre en œuvre une pratique professionnelle dès l'acquisition des connaissances techniques. Alors que quelquefois, les chefs d'entreprise ont des craintes à embaucher un diplômé parce qu'ils se disent, va encore falloir que je le forme pendant 3-4 mois. S'il y a une période d'apprentissage, eh bien, cette osmose, cette fertilisation entre l'entreprise et l'organisme de formation est déjà fait. Et puis, ça sensibilise les jeunes à la vie de l'entreprise, aux obligations, aux contraintes de l'entreprise. Et je pense que c'est aussi une éducation citoyenne, une éducation humaine qui est tout à fait intéressante. Donc moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on valorise l'apprentissage. Et d'ailleurs, les mesures qui sont annoncées entraînent aussi le secteur public à se mobiliser. Parce qu'il n'y a pas que l'entreprise qui peut être accueillante pour des apprentis, aussi le secteur public. La fonction publique territoriale, la fonction publique d'État doit aussi faire un effort. Et l'éducation nationale elle-même doit donner une bonne image de l'apprentissage qui n'est pas simplement une voie de garage pour des jeunes en difficulté. André Reichardt, je reprends ma question, mais est-ce qu'on est sûr de trouver un emploi quand on sort d'un apprentissage On a plus de chance. Oui, alors il y a des chiffres. Moi, je vais vous parler de ce que je connais bien, c'est l'Alsace. La moyenne, c'est 69 à 70% pour tous les métiers. Mais selon les métiers, il y a des métiers qui se placent à 100% quasiment, à 90, 95%, d'autres moins, puisque je vous parlais d'une moyenne aux environs de 70%, d'autres moins. Ça dépend naturellement de plein de choses. Ça dépend, aussi, on va se le dire, de la qualité de l'apprenti. D'une part. Il y a des gens qui comptent. Voilà. Alors, avec des taux de réussite au CAP qui sont plutôt bons aussi, de l'ordre de 85%, sans même prendre, je parle toujours de ma région, sans prendre en compte les ingénieurs qui réussissent encore plus, naturellement. Bien. Donc ça dépend de la qualité de la personne, ça dépend du métier, ça dépend aussi clairement des circonstances économiques. Et puis de l'environnement aussi de l'apprentissage, aussi on peut le dire. Ouais. Merci à tous les deux. En tous les cas, on a compris bien que vous allez tout faire pour soutenir cette voie de l'apprentissage ici au Sénat. Merci d'avoir été mes invités. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Marie Brémaud. Très bonne soirée et à demain. Ils sont descendus les premiers dans la rue.